Salut, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on se pose la question, comme c'était marqué sur la miniature, la vie vaut-elle la peine encore d'être vécue après ces guerres qu'on voit. Alors, en relativisant, disons que la guerre, sauf erreur de ma part, parce que ça peut arriver de se tromper, mais la guerre qui se passe entre Israël et le Hamas, ce n'est pas une guerre qui a autant d'importance que l'Ukraine. L'Ukraine a finalement bénéficié de cette guerre-là. Poutine doit être très content parce que les gens pensent à autre chose de temps de ça. Mais il y a des guerres, des guerres dont on connaît le potentiel, dont on sait qu'elles pourraient annihiler l'humanité, la supprimer si les armes atomiques étaient utilisées. Donc ça, c'est le premier point. Guerre, quand j'ai mis guerre. Réchauffement climatique, je suis en train de me renseigner parce que jusque-là, j'étais plutôt vraiment objectivement climato-sceptique. Je commence à écouter les arguments des uns et des autres, il faut reconnaître que même à mon niveau, à la maison, on s'est aperçu que depuis qu'on est dans cette maison, depuis 30 ans, le maximum de température qu'on avait vu, c'était quand même 23 degrés pendant les canicules. C'était un repère quand on passe 23. Et là, on a atteint allègrement cet été 24,5 dans une maison ancienne qui est en Normandie. Donc déjà, c'est un point. D'autre part, on nous a quand même montré pas mal de feux. On nous a quand même montré pas mal d'inondations. Je crois que ça fait 32 jours qu'il pleut sans discontinuer. Ça vient de s'arrêter ce matin et c'est reparti ce midi. Et puis on a aussi tout ce qui est pollution que j'ai pas marqué, parce que je crois que c'est Aurélien Barraud qui parle de ça aussi et qui dit que c'est bien beau de parler du réchauffement climatique, mais qu'il faut parler aussi de l'extinction des espèces. On dit qu'on est la 6e grande extinction, que l'homme est tellement entre guillemets devenu puissant ou nuisible qu'il a réussi à imprimer dans les couches géologiques sa marque. Alors, je ne sais pas très bien ce que considère un scientifique géologue comme une marque au niveau géologique. Leur argument, c'est que quand on a utilisé les bombes atomiques avec des essais atmosphériques, ou quand il y a eu Tchernobyl, par exemple, dans les sédiments, on a laissé de la radioactivité. Bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, je sais pas. Quoi qu'il en soit, ça, plus les crises, parce que crise économique, il faut pas oublier que nos mondes sont construits sur l'économie, que l'homme a réussi à dominer le reste de ce qui l'entoure, et que tout ça c'est basé sur l'économie, puisqu'on sait bien que même au niveau des guerres, en temps de prospérité, on est un peu moins agressif. En temps de disette, les pays ont tendance à aller chercher les ressources et c'est plus violent. Donc face à tout ça, faut-il vraiment s'alarmer et faut-il vraiment se dire qu'il n'y a plus d'avenir ? Alors j'aurais 2 remarques à te faire, 2 ou 3, qui sont plutôt des remarques optimistes. De toute façon, certains pensent qu'on ne peut pas y changer grand-chose. La première des remarques que je peux te dire concernant la guerre, c'est que pour se rassurer, on ne sait pas grand-chose. On nous dit les vilains Russes ont attaqué les gentils Ukrainiens, qui étaient une gentille démocratie. En fait, c'était pas le plan, si tu veux, le dessin n'était pas tout à fait. Tu sais, ça me fait penser à un gamin de maternelle qui vient de faire un dessin puis qui te le donne. Le dessin n'était pas tout à fait si clair que ça. Ça faisait pas mal de temps qu'on était en train de tourner autour de la Russie. Ça faisait pas mal de temps qu'on était en train de comment dirait-on, de les entourer, oui. Et puis, on peut comprendre comme à Cuba en 62 qu'ils en aient eu marre, même si Vladimir Poutine n'est pas un saint, bien entendu. Mais la Russie est un pays très particulier. La Russie est un pays qui est géré de main de fer parce que elle pourrait exploser aussi. Et on le sait très bien que imploser plutôt. On le sait très bien que de toute façon,
finalement, les discours qui sont faits de la part de Vladimir Poutine vers l'extérieur sont aussi des discours faits vers l'intérieur. Donc on ne sait pas grand-chose. Je dis toujours qu'on ne sait pas grand-chose concernant les armes atomiques non plus. On ne sait pas très bien ce qui se passe, où elles sont. Comme moi, tu as peut-être entendu parler de l'histoire de Stanislav Petrov, qui, sauf erreur de ma part, le 23 septembre 1983, aurait évité une guerre atomique en ne précisant pas à ses chefs qu'il y avait des écho-radars comme des missiles qui viendraient vers lui. Alors je ne sais pas si cette histoire est vraie, tu vois, on va me traiter de négationniste, mais je ne sais pas. Et ce que je dis, c'est que peut-être on l'a manipulé aussi, peut-être qu'on l'a utilisé. On l'a utilisé, la légende urbaine veut que ce Stanislas Petrov, après son exploit de ne pas avoir immédiatement rapporté l'incident, en fait c'était des incidents météorologiques, c'était c'était des sortes d'artefacts, eh bien il ait bu une bouteille de vodka qu'il a descendu du cul sec et soit allé dormir 3 jours. Il aurait sauvé l'humanité, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. C'est sûr que il y a beaucoup de choses à repenser et c'est sûr que nous avons nos responsabilités. Nous devons interpeller nos gouvernements et en particulier sur le modus operandi de l'utilisation de l'arme nucléaire. Parce qu'ils nous l'ont vendu, on le voit bien, comme des systèmes de défense, puisque par exemple, quand on parle de l'arme nucléaire, on dit si on nous envoie une saloperie, eh bien nous on va envoyer aussi, mais en fait on s'aperçoit par exemple que Vladimir Poutine utilise ces armes stratégiques pour de défense pour finalement s'imposer, puisqu'il a dit à tout le monde, si vous voulez m'emmerder, je vous balance la sauce. Or en fait, ce sont des armes de protection, logiquement, puisqu'il y a 2 types d'armes, il y a les armes de protection, et puis il y a les armes d'attaque. Donc les armes d'attaque sont régulièrement de plus petite puissance, leur utilité, un peu comme le gaz, n'est pas très claire, parce que si on vitrifie un petit territoire ou une ville résistante, il faut pouvoir aller là-bas, et or il y a des radiations, donc on voit bien que c'est pas clair. Donc je te rassure, au niveau de la guerre, on sait pas grand-chose. On sait même pas si les gens qui nous défendent sont, on va dire, capables. Ça me rappelle une anecdote d'un ami qui me disait, moi j'ai compris comment était l'armée depuis le jour où j'ai un lieutenant qui nous a dit, bon, on va faire le point avec une boussole, orientation, et qui a posé la boussole sur le capot de la Jeep, quoi. Bon, c'était clair que ça n'indiquait rien du tout, puisque c'était une masse métallique. Bon, mais donc au niveau de l'armement, on ne sait pas. On ne sait même pas si c'est plus chaud que à l'époque de la guerre froide. On ne sait pas. Certains disent que les Américains cherchent la guerre, mais pourtant les Américains n'arrêtent pas finalement de modérer quand même. Avec la Chine, c'est un peu pareil. On s'aperçoit qu'ils se sont fait un gros bisou tous les deux l'autre jour, et qu'en fait, sous couvert que ce soit quand même un dictateur, on a eu l'impression d'un second Yalta, où les puissances vraiment puissantes, les super puissantes, l'Amérique et puis la Chine, se partageaient le monde. Parce que ce qui se passe, c'est que la Russie a beau avoir le plus gros stock d'ogives nucléaires, elle a un PIB, produit intérieur brut, qui correspond à celui de l'Espagne. Donc, si tu veux, en gros, elle est au-dessous de nous en PIB. Ça veut dire que l'argent, on nous dit il y a des richesses en Russie. Oui, il y a des richesses en Russie, mais même si c'était 2 fois ça, c'est un pays qui n'a pas de rapport avec la Chine, 17 000 milliards par an, ou 18 000. Donc on a une grosse différence. Donc à ce niveau-là, tu vois, on a une séparation presque des pouvoirs entre les deux, implicite, en disant mais de toute façon, de chacun de notre côté. Dans mon esprit, et comme le disent certains spécialistes aussi, pour se lancer dans une guerre, il faut être sûr de la gagner. Or, quand on sait que ça peut déboucher sur une guerre nucléaire, c'est pas très logique. Maintenant, la guerre a aussi un autre sens, c'est ce sens de permettre de garder le peuple galvanisé, et puis qu'il ferme sa gueule, et puis qu'il n'y ait pas de
de manifestations. Hein. On a dit, ah oui, à tel prix, un 50 peut-être, 1,50 €, on avait les gilets jaunes. Le litre est à 2 € de diesel et il n'y a plus eu les gilets jaunes. Bah oui, mais on leur a parlé de la guerre en Ukraine. On a tous cru qu'on allait vers une guerre mondiale aussitôt, hein, quand Vladimir Poutine a franchi le Rubicon, et donc ça permet aussi de pouvoir calmer les foules. Bon, eh bien, si on passe après du côté de la pollution, c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de compliqué parce que la pollution, eh bien, elle n'est pas seulement le fait d'avoir du pétrole qui va souiller des oiseaux qui vont mourir. C'est aussi, et ça n'est pas que ça, mais c'est aussi la pollution chimique, bien entendu. Hein. On nous dit qu'il y a de plus en plus de cancers. On nous dit que c'est sans doute lié à ça, que ce soit au niveau des règlements hormonaux ou que ce soit au niveau de la fabrication de tumeurs, et donc ce n'est pas un problème simple. Mais on voit que c'est pas un problème simple non plus pour les cultivateurs parce que les paysans bien sont obligés de produire. Les paysans ont un outil de production et tout le monde ne peut pas se mettre en bio. Hein. Tout le monde ne peut pas se mettre en bio. Donc c'est bien le bio, mais pour l'instant on n'y est pas. On n'y est pas encore. Donc on fait des vœux pieux pour ne pas polluer. J'ai appris aussi que le taux à peu près hein, d'emballage a augmenté de 30 kilos par rapport à 150 en quelques années, et qu'en fait on n'a pas fait d'amélioration à ce niveau-là. Donc on est mauvais de ce côté-là. Il faut faire des efforts. Maintenant, on aura toujours une pollution. L'homme est, pour ainsi dire, hein, et le problème, c'est que en reliant avec les crises, eh bien, il y a la notion de développement, il y a la notion de croissance, hein, cette satanée croissance, et en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas croître à 2% par an tout indéfiniment, puisque ça voudrait dire, comme le disent certains, qu'au bout de 20 ans ou 30 ans, on a pratiquement doublé l'activité. Or, il y a bien un moment où l'activité doit se calmer. Mais nos économies sont tellement peu performantes et tellement peu économiques finalement qu'elles sont coincées par cette notion de croissance qui nous force sans arrêt à vouloir faire plus, à vouloir vendre plus. Et tu as vu cette petite polémique qu'il y a eu il y a quelques heures entre le ministre de l'économie et le ministre de l'écologie, où l'un a dit attention Black Friday, tempérez vos achats, et puis où l'autre a dit c'est pas sympa pour les commerçants. Donc ça prouve bien que les gens sont assis entre deux chaises. Et puis le dernier, le meilleur que je voulais garder pour la fin, le réchauffement climatique. Eh bien comme d'habitude, t'as les pires, t'as ceux qui prêchent le pire et ceux qui prêchent le meilleur. Certains sont climato-sceptiques. J'avoue avoir quitté cette case puisque je suis climato-attentiste. Plutôt, j'essaie de me faire une idée. Je suis en train de faire un sujet là-dessus pour essayer d'y voir plus clair, mais il faut savoir que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec le GIEC, et le GIEC c'est 1360 experts ou 10 experts hein, qui ne sont pas tous scientifiques et qui pondent des rapports qui sont pas tous homogènes. Donc il est vrai, comme je te disais, que j'ai relevé des faits curieux, la chaleur qui augmente, les inondations, mais encore une fois, quand on voit, quand le JT de 20 heures tout l'été nous abreuve de photos alors certes c'est scénique, ça fait vendre, de photos de Grèce où les villes sont menacées par le feu, de photos de Corse ou de photos de France où il y a des feux qui brûlent. Il faut savoir un chiffre, c'est que 9 feux sur 10 sont faits, sont créés, sont déclenchés par des hommes. Hein, des hommes ou des femmes d'ailleurs, hein, là aussi je suis pour la parité. Souvent c'est des hommes qui sont un peu plus cinglés, qui ont des motivations difficiles à comprendre, mais 9 feux sur 10 sont fabriqués sont déclenchés par des hommes. Donc peut-être qu'on pourrait résoudre pas mal le problème à ce sujet. Et puis ce que j'ai appris, alors j'ai appris les méga feux, hein, je vais faire un truc là-dessus aussi, j'ai appris que maintenant il y a des méga feux qui sont des feux immenses, hein, du type de ce qui a pu se passer au Canada, et où finalement ce n'est pas seulement les arbres en surface qui brûlent, mais aussi dessous.
le sous-sol, et j'ai été le sol sur 10 cm, j'ai été surpris de voir et d'apprendre que en fait, eh bien, un feu comme ça était incontrôlable par les pompiers. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est déclenché, qu'il part, il est incontrôlable. Et j'ai été surpris de voir aussi que les flammes étaient restées dans le sol depuis 6 mois, peut-être, qu'il y avait eu en France des incendies. Parfois, ça brûle la tour, mais le sous-sol. Hein. Et donc, c'est très, très compliqué. Alors, est-ce qu'on est en train d'exagérer? Est-ce qu'on est en train de nous raconter des histoires? On nous dit que la forêt commence à s'assécher de partout. Concernant le réchauffement climatique, si tu écoutes Monsieur Jancovici, tu t'aperçois que c'est absolument incroyable, dramatique. Toutefois, c'est pour ça que je suis en train de faire un sujet en demandant à d'autres personnes. Hein, je crois que j'avais le cercle de calcul mathématique qui avait fait une conférence. Tu peux aller voir à Paris, où il y a aussi des polytechniciens, des gens très intelligents qui parlent et qui disaient que statistiquement le réchauffement climatique ne tenait pas la route. Je ne suis pas spécialiste. Ce qu'il faut savoir en revanche, c'est qu'il n'y a pas d'état permanent, c'est-à-dire que la Terre c'est un mobile en mouvement et que elle est soumise à des variations. Hein. Il y a des variations dans son fonctionnement et tu as forcément des moments où il fait plus chaud, des moments où il fait plus froid. On se rappelle à l'époque alors je crois que c'est Louis XIV, il y avait une glaciation et le vin gelait dans les verres. Alors le vin contient de l'alcool, donc c'était peut-être -5 ou je sais pas dans les maisons. Donc c'était une époque où il a pu faire froid, il pourrait faire chaud. On n'a pas vraiment de relevés. À chaque fois on nous dit les relevés depuis qu'il existe des relevés, on sait ça et on n'a pas fait mieux. Et c'est la plus haute température ou la plus grande pluie. Pareil pour les pluies, parce que en matière de pluie, tu t'aperçois qu'on n'a pas arrêté de bétonner. Il y a une loi zéro construction. Maintenant, ça s'appelle je sais plus quoi, ZAN ou ZAD, je sais plus très bien. Et en fait, on vise à arrêter de construire. À une époque, une conseillère municipale me disait que tous les 7 ou 8 ans, on bétonnait pratiquement un département français. Donc quand on bétonne un département par décennie, c'est évident que l'eau circule moins bien, qu'elle ne reste plus sur la terre, qu'elle part dans les fossés, et puis qu'elle se dirige directement dans les villes qui sont souvent traversées par une rivière, parce qu'historiquement les villes étaient construites autour d'une rivière, ou parce qu'on débarquait les marchandises, ou parce qu'on utilisait la force motrice, ou parce que aussi on utilisait l'eau tout simplement pour se laver, pour prendre de l'eau. Et donc c'est une explication. Quand en plus on voit, parce que je te précise que les inondations c'est surtout dans les phénomènes urbains qu'on nous montre, des villes, des villages, quand on voit en plus que les gens du Nord sont en train de se plaindre parce que les fossés, dont je ne me rappelle plus le nom, n'ont pas été curés pour des raisons écologiques et aussi peut-être économiques, on n'avait pas envie de dépenser de l'argent, on voit ce qui se passe. Un peu pareil pour les villes. Les villes sont devenues invivables et il y a des canicules dans les villes aussi. J'ai pas dit que c'est que ça, mais parce que c'est très mal construit, parce qu'on a fait ça n'importe comment, parce qu'on a bétonné comme des cons. Et là, on va avoir beaucoup de mal parce qu'on voudrait rajouter et planter des millions d'arbres. Mais le problème, c'est que tu sais bien, planter un arbre en ville, ça veut dire qu'il faut passer les racines à travers des canalisations, à travers des gaines, que sais-je moi, parce qu'un arbre ça pousse, tu sais, les racines ont tendance à bouger, à travers des gaines par exemple de fibres optiques. Donc ça veut dire que si on met des arbres, dans 30 ans on sera tout le temps arrêté parce qu'on nous dira à tel endroit il y a une fibre optique qui est cassée, etc. Donc tout ça il faut y penser, ça s'improvise pas, et tu vois que dans tous les domaines il y a quand même l'intervention de l'homme, c'est-à-dire, je te répète, les feux de forêt et les hommes, 9 sur 10 allument des feux de forêt. Il y en a qu'un seul qui s'allume parce qu'il y a des orages, l'autre de la foudre. L'histoire de l'eau qui est directement canalisée vers les rivières et qui va complètement inonder. Donc moi je pense qu'il faut rester entre les deux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être climato-anxieux parce que sinon on devient dingue, et puis il faut vivre. Et puis un dernier élément que je te donne, le meilleur pour la route, c'est que des études récentes, on dit toujours ça venant des États-Unis, mais ça vient pas des États-Unis, ça vient de France, ont dit que les gens sortaient de moins en moins, utilisaient de moins en moins leur organisme, des anciens
directeur de mes enfants le disait bien, ils ont grandi, mais ils n'ont pas poussé au niveau des muscles, hein. Ils sont moins musclés, et ça entraîne parfois même des problèmes cardiaques potentiels à la douzaine, quinzaine, parce que les gens ne font que rester devant leur ordinateur, à faire des jeux, etc. La preuve, comme je le dis toujours, c'est que quand tu passes un samedi vers 11h du matin ou 2h de l'après-midi, sauf s'il y a un match de foot, eh bien tu t'apercevras que les terrains qui ont été construits ne sont pas vraiment utilisés. Hein. Tu verras ça, de temps en temps un skatepark, ça dépend avec des trottinettes, même pas des skates, et en fait tu vois qu'il y a un problème. On est en train de nous dire que le cœur des jeunes va être moins solide que le cœur de quelqu'un de 65 ans qui a une activité régulière. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Donc, à mon avis, tu sais, je t'ai déjà tracé le principe des patates. Hein. Tu fais 2 pommes de terre pour lesquelles tu fais une intersection, et puis tu mets d'un côté pessimisme, tu mets un côté optimisme, et puis je pense que pour l'instant, il faut se maintenir au milieu. Hein, c'est sûr que tout n'est pas rose, et puis tu sais très bien que dans la vie des hommes, je te l'ai déjà dit très souvent, eh bien un moyen d'arriver à être moins stressé, c'est tout simplement d'agir. Va voir comme moi ton député, moi ça, je me donne tous les 6 mois pour le rencontrer, sinon je l'ennuie, un jour il va me bouler, et puis essaye d'agir dans des groupes qui t'entourent, essaie de manger bio, essaie de faire des choses comme ça. Malgré la crise, hein, parce que c'est pas forcément facile, avec la baisse d'un certain pouvoir d'achat pour une certaine classe de la population que nous sommes presque tous, et même les nantis sont obligés d'arbitrer parfois certaines choses. Essaye de faire des efforts et n'hésite surtout pas à commenter, n'hésite pas à nous donner ta manière de voir, parce que vraiment là, je pense que ça m'ennuie pour les jeunes, ça m'ennuie parce que je les sens parfois anxieux, et que j'ai l'impression que par rapport aux jeunes des années 60, où il y avait de toute évidence 70 la guerre froide, eh bien ils sont pas armés de la même manière. Voilà, on se retrouve pour un nouveau sujet, je vais essayer de développer ça sur le réchauffement climatique, et puis eh bien n'hésite pas à nous contacter, n'hésite pas à intervenir, ou même sur notre mail sentiersdubonheur@laposte.net. Et comme disait l'émission, d'ici là, ne lâche rien. Salut!